Aujourd'hui à l'émission, tu verras Julie Ménard, une femme dans le feu de l'action et qui excelle dans la gestion du temps et des horaires. Devenir pompière ou éducatrice spécialisée t'intéresse? Sors le popcorn, c'est le bon moment d'avoir accès à l'envers du décor. Gageons que tu seras aussi impressionné que nous par cette femme remplie d'énergie et qui carbure au défi. Donc, bonjour Julie, bienvenue à l'émission. Donc, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler un peu de ton parcours, là, de la fin de l'école jusqu'à maintenant? D'accord. Bien, mon nom, c'est Julie Ménard. J'ai décidé d'étudier en éducation spécialisée là, en secondaire 5. Je m'étais inscrite au Cégep de Jonquière pour faire ma technique. J'ai su quand même assez rapidement là, au cours du secondaire que c'est ce que j'avais envie de faire, une éducatrice pour aider les gens. Fait que je me suis présentée au cégep, j'ai fait mon 3 ans d'études au travers le travail. Fait que j'ai commencé à travailler initialement là, pour la commission scolaire, pour les résidences au CRDI. Puis après avoir eu ma première fille, j'ai été engagée pour le CIUS, qui à l'époque s'appelait le C3S Maria-Chapdelaine. J'ai commencé ma carrière au CIUS en travaillant avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale graves et persistants. Puis j'ai adoré ce que j'ai fait comme éducatrice auprès de cette clientèle-là. Là, je devais les aider un peu dans leur quotidien, dans leur routine, les aider à prendre leur médication. Fait que ça, j'ai adoré ça. Puis par la suite, j'ai été transférée dans l'équipe en enfance, jeunesse, famille. Puis, au travers de ça, j'ai eu ma deuxième fille, ma troisième fille et mon dernier enfant. Puis tout le long que j'ai eu mes enfants, j'étais dans l'équipe en enfance, jeunesse, famille. Fait que ma clientèle se situe avec des familles qui ont des enfants de 6 à 18 ans. Puis j'ai aussi un volet où j'ai des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que j'ai deux volets dans mon horaire de travail la semaine. Ce que je fais concrètement comme travail, c'est d'aider les familles à améliorer le quotidien. Fait que, par exemple, les familles, s'ils ont de la difficulté avec leur enfant, par exemple, parce qu'ils s'endorment le soir ou lors de la routine du matin, s'il y a des conflits, qu'il y a des chicanes, bien moi, je vais aider les familles à ce que ça se passe mieux dans leur maison. Mettons une mise en situation X. Peux-tu nous expliquer du moment que tu reçois la demande, c'est quoi qui se passe après? Quand je reçois une demande, généralement, ce que j'offre à la clientèle, c'est vraiment d'aller dans leur domicile. J'aime ça que les enfants soient là, surtout une partie de la rencontre. Fait que je m'organise souvent pour y aller tôt le matin. Fait que je vois les enfants qui se préparent pour leur routine. Puis après ça, quand ils quittent pour l'école, bien, ça me fait aussi une partie sans les enfants. Fait que je peux avoir une discussion avec les parents de leurs besoins parce que souvent, on a des besoins initiaux quand les demandes arrivent, mais il peut y avoir quelques délais d'attente, fait que les besoins peuvent être différents. Fait que dans cette première rencontre-là, on clarifie les objectifs, qu'est-ce qu'on veut travailler, puis moi, je suis capable de dire aussi ce que j'ai observé quand les enfants étaient là. Souvent, il y a la fratrie aussi, des fois, c'est une demande pour un enfant, mais je vois les frères, les sœurs, je vois les conflits, fait que des fois, je peux dire, bien moi, j'ai observé ça ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, après ça, c'est plus facile de déterminer les objectifs. Des fois, je peux voir les familles aussi au bureau, mais je préfère quand même à la maison parce que ce qu'on voit dans une maison est totalement différent que d'un bureau. Fait que ça me permet des fois de sauver plusieurs rencontres que je pourrais faire d'un bureau versus au domicile des gens. Moi, je travaille aussi auprès des jeunes qui ont des diagnostics de santé mentale. Fait que je les aide au niveau de leur habileté sociale, la gestion des émotions. Fait que je peux aller les voir autant à domicile que dans les écoles, là, tout dépendant des besoins de chacun. Fait que c'est un peu mon parcours comme éducatrice au CIUS. J'ai eu besoin à un moment donné de vivre d'autres choses au travers de ce travail-là parce que là, ça fait 17 ans présentement que je suis au CIUS. Puis, dernièrement, j'ai été appelée pour être sur la garde sociale. Fait que la garde sociale, ça consiste, les gens qui appellent au 811, quand ils éprouvent des difficultés, bien, nous, comme intervenants, on se déplace
les domiciles ou dans l'endroit où ce que les gens y sont pour aller évaluer soit le risque homicidaire, le risque suicidaire, puis on fait des interventions pour s'assurer que les gens sont le plus en sécurité possible. Fait que ça, cette garde-là, je le fais au travers de mon travail en jeunesse, mais c'est le soir, les fins de semaine. Fait que je suis environ de garde là, une fois par mois pour la garde sociale. La conciliation travail-vie personnelle, c'est un grand mot qui veut dire que c'est la recherche de l'équilibre dans toutes les sphères de vie de quelqu'un. Donc, dans son travail, dans ses études, dans ses sports, dans ses intérêts, ses loisirs, ses passions, de sa famille. Donc, toutes les sphères de vie, là, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans toutes les exigences de la vie quotidienne, finalement. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va réussir à l'école, c'est ça qui va faire qu'on va être motivé au travail, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien mentalement, physiquement, dans notre vie personnelle. Puis justement, tu peux... tu sais, c'est impressionnant. Justement, tu as un emploi à temps plein d'éducatrice spécialisée. Tu es à temps partiel, mais quand même très occupée au niveau du métier de pompier. Oui. Tu fais un chiffre aussi au CHSLD. Oui. Après ça, tu nous as dit la garde. Oui. À travers tout ça, les formations. Donc, c'est quoi ton truc pour t'organiser? Faut être arriver. très, très bien organisé. Je suis une fille qui a toujours eu un plan A, un plan B, un plan C. Pour moi, il n'y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions. Puis, quand tu es bien organisé, ça coule super bien. Il faut dire que mes enfants sont quand même autonomes aussi. C'est super aidant, là. S'organiser, là, ça demande bien plus qu'avoir un agenda ou un calendrier ou un cellulaire avec une alarme, là. Il y a des stratégies qui existent, puis quand on les connaît pas, bien, ça peut être compliqué de s'organiser. Puis l'organisation fait partie intégrante de la bonne équilibre puis d'une bonne conciliation. L'exemple de Julie, là, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de gérer plein d'affaires puis que dans sa semaine puis dans son temps, elle est capable de l'organiser selon ses besoins, selon son niveau d'énergie, selon, justement, de la gestion de son temps, son organisation. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend aussi des moments de l'année, des moments de la vie. Ça change, ça, c'est pas toujours pareil. Selon chaque personne, bien, peut-être que pour une, ça va être de gérer mon travail. Une fois semaine, je vais aller faire du sport. Puis pour moi, ben c'est mon équilibre à moi. Fait que c'est pas plus cool d'avoir plein d'affaires puis de les gérer. Puis des fois aussi, ça se peut qu'on soit confronté à devoir en laisser une. Exemple, ben là, je suis en période d'examen. Je vais slacker mes heures au travail. Fait qu'on priorise ce qui est plus important pour soi dans le moment. Fait que moi, je rends les choses un peu optimales dans mon quotidien. C'est rare que je fais une affaire à la fois. Là. Souvent, je fais justement 2 affaires à la fois pour être sûr que ça arrive puis que ça fonctionne. Mais un coup que la routine est prise, là, ça va super bien, puis ça se fait naturellement. Puis j'ai plus de temps aussi. C'est sûr que ça doit être difficile quand tu as des très jeunes enfants. Il y en a beaucoup des gars ici à la caserne qui ont des plus jeunes enfants. Bien, ça monopolise aussi la conjointe, là, parce que s'il y a une intervention à faire, il ne peut pas laisser ses enfants tout seuls. Fait que ça demande quand même... Une implication de la famille aussi. Oui, c'est vraiment une implication familiale que ça prend, sinon on ne peut pas y arriver, là. Donc, Julie, en termes de pourcentage, tout ce qui est la partie administrative, ça représenterait quoi environ versus la partie terrain? Je dirais là, que je consacre à peu près 30 de mon temps côté administratif, puis 70 là, plus terrain. Quand on parle de terrain, là, c'est beaucoup dans les domiciles des gens, mais je vais aussi dans les écoles voir des jeunes. Si j'ai des jeunes en suivi, je peux aller les rencontrer dans leur école. Parfois, j'ai fait venir à mon bureau aussi, tout dépendant des choses que j'ai à travailler. Si je travaille, par exemple, les habiletés sociales, je peux les faire venir en bureau. On utilise beaucoup le jeu comme médium, fait que je peux les voir ici. Fait que la partie terrain est large, là. Ça se trouve être vraiment dans le milieu où ce que les jeunes y sont, là. Puis là, on le sait, on peut être éducatrice dans un milieu X, comme aujourd'hui, présentement, tu es à l'hôpital, là aussi Oui. à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans quel autre milieu tu pourrais travailler, par exemple? Puis ça serait quoi les tâches? Est-ce que ça serait la même chose?
Bien, dans le CIUS, j'ai d'autres tâches aussi. Tu sais, je vous avais parlé un peu de la garde sociale. Fait que ça peut être un volet de l'intervention qu'une éducatrice peut faire. Après ça, comme éducateur spécialisé au CIUS, il y a plusieurs autres possibilités aussi. Là, il y a une équipe de santé mentale adulte, il y a une équipe de maintien à domicile, il y a l'équipe aussi qui peuvent travailler en déficience intellectuelle, il y a aussi le Centre jeunesse Roberval. Fait que comme éducateur spécialisé, on a une multitude de clientèles puis d'endroits où ce qu'on peut travailler. Là. Donc, mettons que moi, je me questionne à savoir si je voudrais aller étudier et faire le métier d'éducatrice spécialisée. Peux-tu nous en parler un peu plus davantage? Dans le fond, quand on est une éducatrice spécialisée, il faut être quand même ouvert d'esprit, puis il faut aimer l'humain, bien évidemment. Il faut aimer travailler concrètement. Tu sais, c'est vraiment une job de terrain, c'est d'être au cœur de l'action, c'est d'accompagner les gens, c'est de les supporter, puis c'est de les aider pour améliorer leurs activités de vie quotidienne. Fait qu'il faut vraiment aimer être dans l'action. Tu sais, pour faire une différence, par exemple, si je prends la travailleuse sociale, elle va pouvoir dire à son client, par exemple, va prendre une marche avec ton chien, ça va te faire du bien. Tandis que l'éducateur spécialisé, souvent, il va dire, je pense que prendre une marche avec ton chien te ferait du bien, viens, on va y aller ensemble. Fait qu'on est plus dans l'accompagnement, plus dans le concret. Fait qu'on est appelé à travailler dans divers milieux. Il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Il faut être quand même assez organisé. Il faut aimer travailler sous la pression. Puis pas avoir peur de l'inconnu ou qu'est-ce qui pourrait arriver, parce que souvent, on travaille avec des gens qui sont appelés à vivre des crises. Fait qu'il faut être en mesure de demeurer calme puis de gérer la situation. Là. De bien gérer la pression. Effectivement. Là. Tout à fait. Puis c'est quoi qui te motive dans ce métier-là? Bien, c'est sûr que le désir d'aider, bien évidemment. Je voudrais ajouter, je ne sais pas si ça peut se faufiler aussi dans le besoin, mais on ne se rend pas compte à quel point, des fois, on a de l'impact sur la vie des gens. Des fois, on pense, on est de passage, puis on dit, je ne sais pas quelle influence que j'ai eue parce que tu le sais pas nécessairement. Tu n'as pas toujours de retour. Hein. Mais des fois, tu en as, puis tu dis, pourtant, j'ai pas suivi cette famille-là longtemps, mais là, ils viennent de me dire à quel point j'avais changé leur vie puis qu'ils parlaient encore de moi. Ou je m'en vais chez un autre client puis il me dit, je suis tellement contente que tu viennes chez nous parce que tu es allé chez mon ami ou tu es allé chez ma cousine, puis leur vie a complètement changé. Maintenant, ça va mieux dans leur famille. Fait que quand tu te rends compte que tu as un impact comme ça sur la vie des gens, c'est tellement gratifiant puis valorisant. Fait que pour moi, c'est un métier extraordinaire. Donc là, Julie, tu es éducatrice spécialisée au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. Oui. Tu as décidé aussi de suivre une formation pour devenir pompière. Oh oui! Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as décidé de suivre cette formation? Bien, en fait, j'ai eu mes enfants très tôt. Hein? À partir de 20 ans, j'étais déjà enceinte. Puis j'avais la vie un peu typique, là, la maison, le chien, les enfants. Et ça a fait en sorte que moi, je m'occupais beaucoup de la gestion des enfants. Et le père de mes enfants, à l'époque, lui, était camionneur. Il n'était pas là souvent. Fait que moi, là, j'avais toute la charge un peu de la maisonnée. Et je m'occupais zéro du dehors. Puis tout ce qui était en train, dans le terrain, je ne m'occupais pas de ça. Fait que moi, je vais mon petit monde à l'intérieur avec les enfants, puis ça allait bien. Et à un moment donné, j'ai eu à voir des pompiers dans ma vie, des amis, des connaissances. Puis à toutes les fois que je rencontrais ces gens-là, ils me parlaient de ce métier-là. Puis j'étais toujours curieux, je posais des questions. Ça m'a toujours un peu intéressée, mais j'aurais pas eu le temps, le goût de le faire à cette époque-là. Mais j'étais quand même intéressée, puis je voulais en apprendre plus. Mais comme je suis une fille de défi, que j'aime l'action, j'ai décidé de me sortir de ma zone de confort puis d'aller porter mon nom ici à Caserne parce que je voulais vivre d'autres choses. Fait que je suis venue porter mon CV en pensant que j'étais en super forme parce que à l'époque, je courais quand même beaucoup. J'avais un excellent cardio, fait que je me disais ça va être suffisant pour être pompière. Je suis willing, j'ai du cardio, puis ça me tente. Fait que go, on y va. Fait que quand on arrive pour être pompière, dans le fond, ils nous forment par l'École nationale des pompiers du Québec. Ça prend une formation qui dure à peu près 1 an et demi, qui est échelonnée là,
on en fait un petit peu la semaine, puis la fin de semaine également, là, pour une période d'1 an et demi. Donc, à temps partiel. Oui, c'est à temps partiel là, au travers nos emplois respectifs. Parce qu'ici, dans notre secteur, on est des pompiers à temps partiel. Ça veut dire qu'on a notre métier principal, puis au travers de notre travail, on vient sur les interventions quand ça sonne. Alors, j'ai fait mon cours et rapidement, j'ai bien vu que le cardio, ça suffirait pas. Hein? Pour être honnête, on n'a pas la même force brute qu'un homme, fait que je me trouvais pas super forte quand que j'avais ma formation et que j'avais les pratiques. Je trouvais qu'il me manquait un peu de muscle pour arriver à faire tout le travail, parce que vous comprendrez que quand on a tout notre stock sur le dos, on a quand même plusieurs livres de plus à porter, fait que ça prend une certaine force. Là, on a ton casier ici avec ton Oui. matériel. Fait que peux-tu nous expliquer c'est quoi tout ça? Bien, dans le fond, quand on arrive, souvent, on s'organise pour que nos choses soient prêtes. Fait que, tu sais, les bottes sont déjà prêtes à enfiler. Fait qu'on se déchausse, on enfile nos bottes et nos pantalons. Fait que ici, j'ai mon manteau. Fait que c'est facile quand tu enfiles tes choses. Moi, tout est après mon manteau. Fait que mon facial pour mon appareil respiratoire est déjà sur moi. Mes gants et ma cagoule. Lui là, ça c'est quoi ça? Dans le fond, cet habit-là, c'est pour aller sur les feux de broussailles, OK. les feux de forêt. Donc, Fait qu'on- on met cet habit-là qui est beaucoup d'actualité. moins chaud. Oui, c'est d'actualité présentement. Ça brasse beaucoup ces temps-ci dans les feux de forêt. Fait que, on met ça qui est plus confortable, bien évidemment, Parce que le que- bunker. là. Avec celui-là, vous n'avez pas la bonbonne en arrière. Hein? Je pense que Non. tu t'expliquais, tu me disais tantôt. On n'a pas besoin de notre appareil respiratoire. On a un casque, des gants, puis seulement cet habit-là avec les bottes. Fait que j'ai décidé vraiment de m'entraîner de façon différente. Là, j'ai cessé la course et je me suis mis plus à des entraînements musculaires, là, un peu de crossfit, puis pour être plus en mesure de faire le travail, parce qu'on est des femmes, puis on est moins fortes, mais on passe quand même la même formation, puis on passe quand même les mêmes tests physiques ou à peu près que les hommes. Fait qu'il faut quand même être en mesure de fournir le travail. Oui, c'est ça. Mm. Puis sur place, il faut, je veux dire, le feu est le même pour tout le monde, là, fait qu'il faut pouvoir se débrouiller, là, tu sais. Effectivement. Puis, tu sais, souvent, justement, pompiers, pompières, on pense, la première chose qu'on pense, c'est éteindre des feux, mais c'est plus large que ça, là. Tu sais, vous allez aussi sur l'eau, vous pouvez faire des sauvetages. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette branche-là? Ou Dans le fond, il y a quand- peut-être d'autres branches aussi. Oui, mais quand on fait la formation à l'École nationale de pompiers, on est un pompier où on peut rentrer dans les maisons, éteindre les feux, mais on n'a pas toutes les spécialités. Fait que ici, par exemple, on a l'échelle. Ça ne fait pas partie de la formation de base de conduire l'échelle, de manipuler la pompe qui est l'autre côté. La pompe, c'est le véhicule qui sert à donner de l'eau au feu. Fait qu'on n'a pas ces formations-là quand on devient pompier. Fait qu'il faut aller chercher des spécialités au besoin. Fait que des spécialités qu'on a ici, on a du sauvetage nautique, du sauvetage hors route. On a aussi les formations en espace clos. OK. Fait que c'est toutes des spécialités qu'on peut aller se rechercher. Fait que ce que j'ai fait, moi, je m'intéressais quand même à ces autres formations-là. Fait que j'ai décidé de m'inscrire au DEP. OK. Fait que le DEP, c'est offert par l'EPIC. Fait que c'est à temps partiel aussi, au travers de nos travails respectifs. On Et fait à la- distance? Et à distance, là, puis je l'ai fait, le DEP, durant la pandémie. Un bout de temps, c'était la pandémie, fait qu'on avait beaucoup de cours à distance. On a eu quelques cours, bien sûr, en présence, parce qu'on a des formations techniques à faire. Fait que j'ai décidé d'aller chercher toutes les spécialités, parce que c'est passionnant aussi, là, de développer ces nouvelles connaissances-là. Mais je pense que le mot passion, c'est un mot qui résume bien ceux qui s'impliquent hein, Ouais. dans ce métier-là. Je pense que c'est vraiment une passion. Là. C'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. Faut aimer ça. Puis je trouve quand même que ça ressemble à mon métier d'éducatrice.
parce qu'on rentre dans l'intimité des gens. Quand on va d'une maison pour éteindre un feu, là, on est dans l'intimité des gens. Comme je suis dans l'intimité des gens quand je débarque chez eux à 7 h le matin pour les aider avec leurs enfants. Les gens me font un énorme cadeau là, en m'ouvrant le demeure comme ça, puis en me racontant leurs problèmes. Puis souvent avec les enfants, en plus, quand les enfants ont des problèmes de comportement, bien, il y a d'autres difficultés qui se cachent derrière ça. Fait que les gens nous donnent accès à leurs difficultés personnelles, à leurs problèmes de couple. Fait qu'en rentrant dans l'intimité comme ça des gens, tu deviens pleine de gratitude, puis tu te rends compte à quel point tu peux apprécier ta propre vie parce que tu touches beaucoup à la vulnérabilité puis au drame humain. Fait que les pompiers, c'est un peu la même chose. Ils veulent pas, mais ils te donnent accès à leur intimité quand même. Fait que pour moi, c'est deux métiers qui peuvent quand même être similaires parce que tu touches au drame puis à la vulnérabilité des personnes. Là, maintenant, il y a 2 filles, il y a 2 femmes qui font partie de l'équipe. Comment vois-tu ça, là, toi, le métier non traditionnel? Parce que c'est encore majoritairement des hommes. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Là, dans le fond, on est 2 filles ici à Dolbeau, mais maintenant, il y a eu des filles aussi qui sont en formation plus dans le secteur Est, qu'on appelle. Fait qu'on est rendu avec des femmes dans le secteur Périguonca, dans le secteur de Saint-Augustin, puis aussi, on en a une à Sainte-Jotte-d'Arc présentement. Fait que ça, c'est quand même nouveau, là, que les filles viennent de plus en plus. On avait quand même fait de la promotion un petit peu là, avec le directeur du service incendie ici. Là, on avait fait des publicités, puis on voulait quand même que les femmes fassent partie du service. Parce que ça amène une autre couleur, ça amène quelque chose de différent aussi. J'ai toujours travaillé dans le monde de femmes. Comme éducatrice spécialisée, il y a majoritairement des femmes. C'est vraiment agréable de travailler avec des femmes. L'intelligence émotionnelle est super développée. Avec un monde de femmes, on se sent souvent validé qu'on est une bonne mère, qu'on est une bonne intervenante, qu'on est une bonne personne. On a souvent des questions pour nous faire réfléchir, pour nous faire remettre en question. Tandis que d'un monde d'hommes, moi, j'avais envie d'aller chercher ce côté-là plus rationnel, plus technique, de me sortir de ma zone de confort. Mais c'est sûr que ça prend une certaine capacité pour travailler dans un monde d'hommes comme ça parce que faut pas prendre tout ce qu'ils disent au premier degré, il faut comprendre les nuances. C'est un monde qui est quand même très différent du monde des femmes. Merci vraiment beaucoup, Julie. C'est définitivement, tu es vraiment une femme inspirante. Merci. Donc, merci pour ton partage et ton temps. Et ça m'a fait plaisir. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure!
Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille dans MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher! On dit doce de leite, Martine. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect.